Bonjour à tous, je continue sur les Huguenots et sur ce cher Giacomo. Alors, l'acte 5. Donc, on assiste à de belles scènes de prière et et d'espoir en une vie après la mort. On entend même les anges chanter dans le ciel s'ouvre, même quasiment. Tandis que le massacre des Huguenots qui a lieu donc pendant que nos trois héros se sont réfugiés dans une chapelle. D'ailleurs, il y a des scènes qui ont parfois été ajoutées et qui montrent Raoul essayant de sauver ses frères finalement, et elle est souvent coupée et on passe directement à la fin. Donc, par contre, comme j'ai très peu entendu cette version complète où Raoul sauve ses frères Huguenots, je n'ai pas retenu forcément beaucoup la musique. Je n'ai pas grand-chose à vous en dire, mais je vais juste parler des scènes de prière qui suivent entre Raoul, Valentine et le comte de Saint-Brice. Donc le comte de Nevers est mort, donc ils peuvent s'unir et Marcel va unir Valentine et Raoul. Donc le chant des Huguenots leur parvient dans le lointain, c'est très impressionnant, c'est en second plan. Bon, c'est un effet plus facile que d'autres ont pu utiliser, mais c'est un grand effet théâtral, un grand impact. On les entend la 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 la. C'est le thème, tiens, c'est le thème de Marcel, ça. On entend plus ou moins ça. La 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 la. Voilà. Bref. Et à un moment donné, Marcel fait une remarque qui tombe vraiment d'une façon effrayante. Il ne chante plus. Bah oui, ça veut dire qu'ils sont morts, tout simplement. Est-il besoin de le préciser? Là, je joue la jeune scribe qui enfonce des portes ouvertes parfois. Alors, un beau trio très exalté précède la mort des protagonistes, des trois héros. Donc, c'est très survolté. Au bout d'un moment, donc Valentine a enlevé son écharpe blanche, elle a abjuré sa foi catholique, donc elle s'est mise du côté de Raoul finalement, et qui vive, donc crie le comte de Saint-Brice, le père de Valentine, je le rappelle, c'est important cette information. Et donc Raoul dit Huguenot, pendant que Valentine dit de grâce tais-toi pour pas qu'il soit tué, et en fait il tue soit à l'épée soit à l'arme à feu, ça dépend des versions, tout le monde, et évidemment c'est ça qui est intéressant, c'est ça que le librettiste avait compris, ce qui prouve qu'il est à la fois pas trop bête mais assez conventionnel, parce que c'est une fin très réussi mais conventionnel, mélodramatique finalement, et il tue sa fille. C'est classique, ça rappelle d'ailleurs, rappelez-vous Jephthé, le premier opéra de Meyerbeer, il tue sa fille. Donc là c'était vraiment ce qu'il fallait quoi. Et Valentine, elle meurt sur s'il me semble, mais je veux pas dire de bêtises, sur un mi grave qui est la dominante dans la gamme en question. Donc, oui, c'est moi qui vais prier pour vous, moi qui vais prier pour vous. Voilà, c'est un mi bien grave, voilà, etc. Et donc, il s'étrangle pendant que ciel, ma fille, évidemment, et pendant que les Huguenots reprennent leur musique. Le thème du Huguenot revient et termine l'opéra qui montre que les Huguenots ont vaincu finalement, enfin pas que les Huguenots ont vaincu, que les catholiques ont vaincu. C'est le thème des catholiques, pardon, qui revient à la fin. Et celui qui a analysé donc dans Avant-scène opéra cet opéra et trouve que c'est peut-être un défaut du musicien, le seul, enfin un des rares qu'il observe cette partition d'un très haut niveau, n'en déplaise aux sceptiques, dit-il, parce que c'est tellement dévalorisé, elle a tellement été dévalorisée parce qu'elle a eu du succès. On parle tellement du principe que ce sont des crétins qui aiment ce genre d'opéra que on ne pouvait pas, je pense, dans les années 90, sans prendre de risque, oser dire
qu'on aimait ce compositeur. Hein. On passait vraiment pour un imbécile. C'était, il y a un snobisme terrible en matière d'opéra, je trouve. Et moi, je ne participe pas à ce snobisme. Hein. À la limite, il y a des œuvres que je ne comprends pas, mais je ferai pas semblant de les apprécier. Et j'en parlerai pas. Peut-être, ce serait mieux. Ou alors, je dirais, pour l'instant, je ne comprends pas où il va en venir. Le musicien, je suis pas réceptif pour l'instant. C'est certainement que je manque de maturité artistique, peut-être. Hein. Parce que voilà, il faut faire semblant. Voyez, vous avez connu le snobisme dans les domaines où vous intervenez, je sais pas lesquels c'est, hein, mais là vraiment, il est très fort et on n'a pas le droit pour une personne. Enfin, maintenant on a un peu le droit, je pense. On n'avait pas le droit dans les années 90 d'apprécier cet opéra. C'était pas possible. Moi, je prenais le droit parce que moi, je m'en fous un peu du qu'en dira-t-on, mais voilà, je suis un peu le seul hein, dans ce cas. Alors voilà, donc les Huguenots. Immense succès en 1836, ça a été repris mais des centaines de fois par la suite, hein. Et on expliquera pourquoi il y a eu dans une vidéo, une de mes dernières vidéos sur le thème, pourquoi il a perdu ce succès en fait, hein, voilà. Alors, en 1836, donc au moment de la création des Huguenots, Giacomo Meyerbeer et Eugène Scribe travaillent sur l'Africaine, qui deviendra Vasco da Gama. C'est le vrai titre que le compositeur voulait faire porter à son opéra. Pardon, il travaille au Prophète, excusez-moi, il travaille au Prophète en 1836, et ensuite en 1837, il travaille à l'Africaine, qui portera le titre de Vasco da Gama. Ensuite, en 1837, Giacomo Meyerbeer va composer un acte du Saint-Marc, donc sous Louis XIII, ça se passe, hein, de Planard et Saint-Georges. Malheureusement, l'opéra demeura inachevé. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas été joué, cet acte. On doit avoir la partition encore, hein. Alors, le compositeur a encore 2 filles. Hein. Vous savez qu'une partie de sa progéniture est morte en bas âge, comme souvent à l'époque. Hein. La santé de son épouse est très précaire. Elle supporte mal la vie à Paris. Mina Mosson, hein, dont je possède d'ailleurs une lettre, et je pense qu'elle est vraie, puisque vous savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas si vous le savez justement, que à l'hôtel Drouot, il y avait des lettres de la comtesse du Quéla qui se vendaient. Il y en avait je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine, un nombre assez important, qui se vendaient pour 150 €. Donc ça ne vaut rien souvent, à part quand on est vraiment dans la comtesse du Barry, des gens vraiment très très connus du grand public. Comme les gens écrivaient énormément de lettres à l'époque, hein, parfois plusieurs par jour, hein, ça pouvait être très important, elles ont très peu de valeur, donc on se dit ah bah ça doit être un faux. Non, c'est pas forcément un faux. Ce sont souvent des lettres qui ne trouvent pas preneur, parce que la comtesse du Quéla, elle est moins célèbre que d'autres, hein. Et alors que c'était quand même une confidente, pas une petite amie, parce qu'il était homo, hein, Louis XVIII. On fait semblant de pas le croire, mais enfin pas le voir, mais bon, bref. Parce que elle était quand même importante de ce fait, hein, voilà. Donc il va s'installer à Berlin à cause de la santé de son épouse. Et en 1840 d'ailleurs, c'est en 1840 que ça se passe. C'est peut-être aussi ce qui l'a poussé à Berlin, c'est peut-être aussi le changement de direction de l'opéra, qui est dirigé à ce moment-là, donc à partir de 1840 par Léon Pillet, et il est amouraché d'une cantatrice, Rosine Stolz, pardon. Voilà, je pense à Madame de Stolz, l'écrivain pour enfants, qui profite de sa liaison avec le directeur pour imposer des distributions et imposer des opéras, et qui crée un mauvais climat. Donc Rosine Stolz. Le Prophète a été achevé en 1841, mais il va être repoussé jusqu'en 1849. Il va attendre le compositeur que Léon Pillet s'en aille finalement. Alors en 1840, la mort du roi de Prusse Frédéric Guillaume III et l'accession au trône de son fils aîné Frédéric Guillaume IV, j'espère ne pas dire de bêtises, hein, va se révéler bénéfique pour le compositeur, car le nouveau roi va avoir une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis des Juifs. Hein. N'oublions pas que Meyerbeer est juif. Hein.
et il va favoriser l'émancipation des Juifs en Prusse. Rappelez-vous que le père de notre compositeur a remarqué que les Juifs n'étaient pas inclus dans l'administration et qu'ils n'étaient pas représentés dans le domaine artistique et notamment musical, et qu'il luttait contre cela. Son père, le père de Giacomo Meyerbeer. Alors, en 1842, les Huguenots vont pouvoir être joués en Prusse, en fait, puisqu'ils étaient interdits pour des raisons religieuses. Alors, en 1842, également, je crois que c'est en 1842, je l'ai pas noté, mais bon, le compositeur va accéder au poste tenu par Spontini. Spontini, 1774-1851, vous devez connaître de nom au moins le titre d'un de ses opéras très célèbres, La Vestale. Il devint alors directeur général de la musique de l'Opéra royal de Prusse et superviseur de la musique de la cour royale. Pour la première fois, un juif exerce des fonctions officielles en Prusse. Voilà, c'est très important. Donc c'est important, c'est un personnage important au niveau musical, au niveau théâtral et au niveau aussi politique et de l'évolution de la société. Ça veut dire ça. En 1843, il compose de nombreux hymnes, des psaumes, des motets pour la chapelle royale. Parce qu'en dehors des opéras, de ces opéras, il a composé beaucoup de choses, ce qui fait qu'on se dit, tiens, il n'y a que 17 opéras, c'est peu, mais en fait, il y a beaucoup d'autres œuvres à côté, de moindre importance en termes de durée, du moins. Il va créer des œuvres de circonstances pour un bal masqué en 1843 notamment, et la musique de scène pour une pièce de théâtre Struense, qui est du fait de son frère, son défunt frère. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je parlerai du camp de Silésie dans ma prochaine vidéo, une œuvre qui m'a beaucoup marqué, alors qu'en fait, je pensais que c'était un ouvrage tout à fait mineur, dont on ne parlait finalement pas tellement, sinon pour signaler que la partition avait été reprise et légèrement remaniée pour l'Étoile du Nord, une production qui viendra bien après, en 1854 si je ne m'abuse, et un opéra comique. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.